El éxito es inmediato. El 30 de diciembre de aquel año se lee en el periódico La Poste: la fotografía ha dejado de fijar la inmovilidad, conserva la imagen del movimiento. Cuando todos puedan fotografiar a sus seres queridos en sus actos y gestos cotidianos, pronunciando palabras, la muerte dejará de ser absoluta. A finales del siglo XIX nace el cine, sueño de dos hermanos cuyo destino es extraordinario, los hermanos Lumière. En tiempos de los hermanos Lumière. C'était des inventeurs, c'était une race de gens qui a un peu disparu, quoi. C'était les gens qui faisaient la fortune du concours Lépine, des gens qui passaient toute leur vie à chercher. Et c'est très jeune qu'ils inventent leur caméra, très très jeune. On les voit toujours, les Lumières, comme des gens âgés, parce que les photos les plus célèbres qui ont été prises d'eux sont des photos où on les voit comme deux bourgeois bien assis, ayant déjà vécu une bonne partie de leur vie. Mais quand ils font toutes ces inventions, ce sont il y a tout un côté farceur, il y a tout un côté jeune homme qui rue dans les brancards et qui essaye de trouver ce que les autres n'ont pas trouvé. Auguste Lumière nace el 19 de octubre de 1862 en Besançon. Louis nace 2 años después, el 5 de octubre de 1864. Entre los dos niños se crea inmediatamente un vínculo fuerte, una complicidad excepcional que nunca desaparecerá. Il y a d'abord cette espèce de fausse gémellité. Ils n'étaient pas vraiment jumeaux, mais ils ont eu une attitude quasiment de frères jumeaux, puisque, comme on le sait, peut-être, c'est une promesse d'enfant qu'ils se sont faites lorsqu'ils crurent qu'ils allaient mourir noyés dans une grotte au bord de la mer, qu'ils se sont dit, si on s'en sort, comme font les enfants lorsqu'il leur arrive quelque chose de dramatique, si on s'en sort, eh bien, on restera ensemble toute notre vie. En 1871 la familia se muda a Lyon, donde Antoine, el padre, pintor y luego fotógrafo, instala su taller. Auguste contó más tarde que durante años mucha gente importante de Lyon o gente de paso iba al taller, atraída por la fama que Antoine había sabido ganarse con su arte. Antoine Lumière était un homme, une personnalité sans doute un peu fracassante, excentrique et tout à fait attachante aussi en même temps. Hein. Je crois que c'est quelqu'un qui avait été, dès la naissance des enfants, il a dû les marquer par son sens de la vie. Et on peut penser que c'est quand même le père avec son côté idéologie humaniste, franc-maçonne, tout à fait généreuse et militante qu'il avait, qui a ouvert ses deux enfants vers un don, vers quelque chose qui s'ouvre au public. Antoine matricula a sus hijos en la Martinière, un colegio de Lyon famoso por el rigor de su enseñanza, física, química, dibujo y sobre todo matemáticas. Siempre me han entusiasmado los métodos de la Martinière. En ellos tiene su origen mi gran pasión por la investigación científica, dijo Louis Lumière. Cuando tiene 16 años, su padre les plantea a él y a su hermano su primer reto científico: inventar una nueva emulsión para fotografías que permitiese su realización por aficionados. Il a découvert que la photographie allait aller dans la rue et qu'elle n'allait plus être réservée seulement aux photographes, puisqu'on était en train de mettre au point un peu partout dans le monde des émulsions plus rapides qui allaient faire que tout le monde allait pouvoir faire de la photo et pas seulement les spécialistes. Donc il s'est dit, bonne intuition, au fond il faudrait vendre des produits qui permettent aux gens de faire de la photo plutôt que rester dans son atelier. En aquella época, fotografiar era toda una proeza.
El uso de las placas de colodión húmedo es complejo. Su tiempo de exposición era muy largo, obligando al sujeto a permanecer inmóvil. En 1881, Louis encuentra la solución. Inventa una placa seca y ultrarrápida con gelatino-bromuro de plata y demuestra su gran calidad retratando a Auguste Saltarín. Se convierte en la famosa etiqueta azul, el primer gran invento de los Lumière. Étiquette bleue, en fait, c'est un nom un petit peu comme Frigidaire, parce qu'en fait, la boîte était vendue avec une étiquette bleue, et bon, ça a été un terme générique, plutôt que de dire les plaques au gélatino-bromure extra rapide, bon, c'est devenu l'étiquette bleue, quoi. Ils ont commencé à fabriquer ça de manière assez artisanale, jusqu'au moment où, devant le succès, ils ont décidé de construire une usine à Montplaisir, à partir de 1882. Et les plaques, donc, après, bon, ont commencé à inonder le marché, puisque bon, c'était les meilleures plaques au niveau de la sensibilité, qui permettaient vraiment de faire de l'instantané. En el número 25 de la calle Saint-Victor, a las afueras de Lyon, la empresa Antoine Lumière e Hijos crece rápidamente. Contratan personal, amplían los talleres. Pronto todo el barrio de Montplaisir trabaja para ellos. En 1894 la empresa cuenta con 300 obreros y obreras y produce 15 millones de placas etiqueta azul. Auguste y Louis se pasan hasta 15 horas diarias en su laboratorio. Siguen investigando. Los obreros dicen, los jefes son unos magos. Louis s'est mis à inventer des machines-outils et des outils pour faire des machines. Et ils ont embauché de plus en plus de gens et c'est devenu une énorme entreprise. Ça a été la première entreprise photographique d'Europe. Donc ça repose sur 2 adolescents. Et le chiffre d'affaires a été énorme et a mis la famille à l'abri du besoin définitivement. Et Antoine a pu se consacrer à ses chansons d'après-banquet et à aller à Paris voir ses amis. Gracias a su experiencia en el ámbito de la fotografía, Auguste y Louis Lumière orientan su trabajo hacia la animación de imágenes. Y se unen a la carrera que a finales del siglo XIX tenía por meta la invención del cine. L'avantage de Lumière, et bon, peut-être lui sera reproché aussi par des gens qui s'imaginent que l'invention naît comme ça, un petit peu de rien, et si possible par quelqu'un qui est plus un poète ou qui a une idée géniale. Bon, effectivement, Lumière a pu tester tous les procédés, voir un petit peu ce qui allait le mieux fonctionner, et évidemment le mettre en place grâce au personnel de l'usine, aux personnes qui pouvaient fabriquer des prototypes, lui fabriquer des pièces spéciales, etc., etc. Tenía que ocurrir. Los trabajos anteriores tenían que desembocar tarde o temprano en los resultados que tuve la suerte de ser el primero en encontrar, confesó Louis Lumière. En 1877, Émile Reynaud, pionero del cine de animación, inventó el praxinoscopio, que le permitió crear su famoso teatro óptico. Etienne Jules Maget, antes de su cronofotógrafo, inventó en 1882 el fusil fotográfico, que al grabar 12 etapas distintas de un mismo movimiento fue un antecesor de la cámara. Thomas Edison creó el kinetoscopio, que permitía proyectar dentro de una caja de madera cortas escenas filmadas. Las proyecciones se realizaban en ferias o tiendas especializadas. L'invention du cinématographe était dans l'air, oui. Mais quand Antoine Lumière a découvert les films d'Edison, il a dit à ses fils, voilà ce que j'ai vu, voilà les images, j'ai vu des images dans une boîte, maintenant il faudrait que vous fassiez mieux, il faudrait que vous fassiez sortir cette image de la boîte. Mais là où on est sidéré, c'est la rapidité avec laquelle Louis Lumière a trouvé une réponse au défi que lui posait son père. C'est à la fin de l'été qu'on lui pose ce défi et 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, il a trouvé une réponse. Ça, je trouve ça formidable, et qu'il trouve une réponse qui n'est pas simplement une réponse technique. Il trouve une réponse philosophique. Parce que Edison, qui est un vrai inventeur de l'image animée, mais l'image animée dans une boîte, pour moi, c'est l'inventeur de la télévision payante. Et Lumière est l'inventeur du cinématographe, c'est-à-dire du cinéma. D'un côté, il y a quelqu'un qui croit que le spectacle doit être partagé, et l'autre qui pense que le spectacle doit être
vu par un très petit nombre de gens parce que ça va être plus rentable. Puisque l'un des principaux reproches qu'Edison fait aux frères Lumière, c'est il leur dit, vous tuez la poule aux œufs d'or. Al encargar a George Eastman la fabricación de películas adaptadas a su kinetoscopio, Edison inventa el formato 35 milímetros. El principal problema que tiene que resolver Louis Lumière es garantizar que la película perforada se desenrolle y pare con regularidad ante una ventana de impresión para devolver la ilusión de un movimiento continuo. Encuentra la solución a principios de 1895, adaptando al tomavistas el mecanismo de prensilla utilizado en las máquinas de coser. Crea así el cinematógrafo Lumière, un aparato que permite a la vez rodar, revelar y proyectar vistas animadas. Charles Moisson, mecánico jefe de la empresa, es el encargado de fabricar el prototipo. Es el mismo que Louis Lumière utiliza el 26 de mayo de 1895, cuando rueda la primera película de la historia del cine, La salida de la fábrica Lumière. Ce fut le 25 mars 1895 que je projetai en public le premier film. C'était au cours d'une conférence que je fis sur l'industrie photographique à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale sous la présidence du célèbre physicien Mascart. Le film en question représentait la sortie des ouvriers de notre usine de Montplaisir. Puis, les vues citées plus haut et que j'avais tournées entre-temps furent projetées à Lyon les 10 et 12 juin de la même année, lors du congrès des sociétés photographiques de France, elles remportèrent un succès considérable. Enfin, le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café, et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». Je tournais et développais et tirais moi-même tous les films qui formèrent les premiers programmes du Grand Café. Ouvriers, ouvrières sortant de l'usine, le repas de bébé, la pêche au poisson rouge, baignade en mer, Marc sortant du port, l'arrivée du train, l'arroseur, etc. Una vez inventado el cinematógrafo, Louis explora sus posibilidades. Excelente fotógrafo, se convierte en cineasta y rueda la mayor parte de las primeras películas. Solo deseaba reproducir la vida, dijo más tarde. Lyon es naturalmente el escenario de numerosas tomas. La llegada del tren a la estación de Perrache, la plaza Bellecour, la plaza Cordelier. En voyant et en revoyant ces films, je suis sidéré déjà par d'abord le sens du cadre qu'avait Louis Lumière. Je trouve qu'il a tout de suite compris que la force dans la composition d'un plan, c'était la diagonale. Ce qu'il ne fallait pas se placer de manière frontale par rapport à l'événement. Il a tout de suite su qu'il fallait animer les images. Et dans plein de films, il y a des complices, des comparses qui sont chargés de créer un mouvement, qui sont chargés de rentrer dans le plan pour faire sortir quelqu'un qui va venir trop près de la caméra. Lumière place la caméra au meilleur endroit possible. Il avait évidemment son expérience de photographe, mais il a compris que le cadre du cinéma n'était pas le même que le cadre de la photo, qu'il fallait tenir compte du mouvement à l'intérieur d'un plan. Il faut rendre justice quand même à son œil, à son regard, au fait qu'il a été le premier auteur. Il est le dernier des inventeurs, il est le premier des auteurs.
Et il y a un certain nombre de films qui témoignent en soi, même s'il n'avait pas été l'inventeur de cette machine, le cinématographe, qui témoignent en soi de grande qualité de metteur en scène de cinéma. La comida del bebé, La niña con su gato, La merienda de los niños, son películas familiares rodadas a principios de la historia del cine en la finca de los Lumière en Montplaisir o en su casa de vacaciones en La Ciotat. Protagonizadas por Auguste y su mujer Marguerite, Rose, la mujer de Louis y sobre todo sus hijos, aquellas primeras películas llenas de momentos felices son un testimonio valioso de la vida burguesa de la época. Les Lumières n'étaient pas bourgeois lyonnais au sens où on pouvait l'entendre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fortunés d'abord à l'origine, et qu'il n'y avait pas chez eux d'ostentation, mais au contraire la jouissance pure de ce qu'était la possibilité de vivre confortablement, en invitant ses amis, en invitant sa famille, en donnant toute la gloire possible aux enfants, et les films en effet témoignent de ça. Ça va même au-delà du simple témoignage sur la vie. Il y a quelque chose dans les films Lumière qui témoigne aussi de ce moment très court à la fin du 19e siècle, au basculement vers le 20e siècle, de ce que le 20e siècle aurait pu être. La façon dont les Lumières ont filmé, en particulier à La Ciotat, leurs enfants, les baignades, dont ils montrent également des adultes qui jouent aux boules, qui font de la musique, portent quelque chose, des traces d'un bonheur qu'on croyait qu'il serait celui du XXe siècle. Le Clos de Plage, la imponente mansión de los Lumière en La Ciotat, entre la playa y los viñedos. 44 habitaciones, 3 talleres de pintura orientados al sol y 3 kilómetros de costa con un puerto privado. La familia se reúne allí durante los meses de verano, rodeando a Antoine Lumière, el patriarca. Partidas de petanca, paseos por la costa, baños y pescas en el mar, tenis, cualquier actividad vale para divertirse y disfrutar de la vida en compañía de los amigos que acuden a la finca. Y por supuesto, sin olvidar filmar. Le cinématographe inventé. Un été 1895 passé à s'amuser à faire des films. Et quelques films tournés. Le cinématographe allait être commercialisable. Rapidement, il y a un réseau de concessionnaires Lumière, il y a la conscience, parce que c'est les gens qui étaient des inventeurs et des commerçants, parce qu'ils avaient à faire fructifier leurs diverses inventions. Donc il y a la conscience qu'il y a peut-être un mode d'exploitation à trouver. Il l'emprunte au théâtre, ce mode d'exploitation.
éxito de las proyecciones del Gran Café, otras salas abren a partir de 1896 en Lyon, en la calle de la République o en París, donde se organizan proyecciones en los grandes almacenes, en el Museo Oleg o en El Dorado, ante un público fascinado. Su verosimilitud les parece increíble. Los espectadores creen sufrir alucinaciones y no saben si contemplan o protagonizan esas sesiones de un realismo sorprendente. Il y avait un placard publicitaire chaque semaine avec le titre des films, y compris avec ceux des films qui étaient déjà des succès, puisqu'entre parenthèses, il était indiqué « redemandé ». Et puis le cinéma s'est développé absolument partout, en moins de temps qu'il faut pour le dire. Si la première séance est publique payante est en décembre 1895 à Paris. On trouve trace d'une projection en août 1896 à Shanghai. En el extranjero se multiplican los estrenos. En Gran Bretaña, Félicien Trégueux, un amigo de Antoine Lumière, es el encargado de promover el cinematógrafo. Este excéntrico era también uno de los ilusionistas más famosos de la época. Estrella del Alcázar de Té, en los Campos Elíseos, era un virtuoso del teatro de sombras cuando unió su destino al de los Lumière. Félicien Trégueux demostró en algunas películas sus dotes de artista de espectáculo de variedades, un género al que el cine pronto iba a sustituir, un personaje simbólico. Le catalogue des films Lumière, il est composé de 1422 titres, qui, par suite à de multiples versions de L'Arroseur arrosé, par exemple, ou de La sortie d'usine, en fait, on arrive à un total de 1428 films, sur lesquels, chose unique, on en a retrouvé 1408. Et c'est parce qu'en fait, le catalogue Lumière, c'est constitue un petit peu une entité à part dans les débuts du cinéma, parce que, tout pratiquement a pu être conservé. C'est-à-dire que contrairement à Pathé ou à d'autres qui, après l'exploitation commerciale des films, pouvaient tout à fait refondre les pellicules pour récupérer les selles d'argent et se servir de la matière pour faire des peignes ou autre chose, Lumière, ça a été conservé. Les correspondances retrouvées, il y a une lettre très importante, c'est Louis qui écrit au nom de son frère, mon cher père, nous en parlé avec Auguste, et il dit, je crois qu'il ne faut pas qu'on songe à exploiter le cinématographe comme tu voudrais le faire en te déplaçant de ville en ville avec des programmes, etc. On a pensé avec Auguste qu'on va envoyer des agents, il y aura un responsable par pays, et puis au-dessous de lui, notre envoyé qui filmera, et des gens dans plusieurs villes qui projetteront. Et on ramassera directement
les rentrées. On donnera tant pour cent au responsable national, etc. C'était pas si mal vu. A partir de 1896, unos 50 operadores contratados por los Lumière realizan tomas en el mundo entero. Es la primera mirada cinematográfica sobre otros continentes, el primer encuentro con otras culturas a través de las películas. El cinematógrafo abre sus objetivos sobre el mundo y fija en la película la magia de aquellos primeros momentos. Moi, je voudrais insister sur ce qui fait pour moi le vrai génie des Frères Lumière. Quand on parle d'eux, on oublie et on occulte un peu une idée que je trouve vraiment révolutionnaire, qui a consisté à envoyer des opérateurs dans le monde entier. Je pense que c'est une idée vraiment extraordinaire. Pour un bourgeois qui vit à Lyon, comme ça, qui normalement est quelqu'un de conservateur, que de se dire que la première chose à faire, c'est d'envoyer des gens qui vont filmer la rue à Berlin, à Moscou, à New York, à Chicago, qui vont filmer une fumerie d'opium, là, qui vont filmer une petite fille dans un village annamite. Cette idée de montrer le monde au monde, d'aller présenter des films sur Lyon, sur Berlin, sur Tel Aviv, sur Istanbul, à des spectateurs de Shanghai, quelques mois après la première projection. Je trouve qu'il y a là une idée prodigieuse. Je crois qu'il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque, découvrant une image en mouvement, leur montrant des pays qu'ils ne connaissent pas, des civilisations qu'ils ne connaissent pas, des villes qu'ils ne connaissent pas. Et tout d'un coup, tout cela se met à bouger devant eux. No les ofrecemos un futuro estable. Se trata más bien de un oficio de feriante. Puede durar 6 meses, un año, quizás menos. Eso es, dice Louis Lumière a sus operadores en su primer encuentro con ellos. Para un oficio que considera carente de futuro, contrata a hombres que no temen la aventura. Félix Meswisch, Alexandre Promiot, Marius Estier, Constant Girel, todos salen a recorrer el mundo después de unas semanas de aprendizaje en la fábrica de Montplaisir. Gabriel Berg fue uno de los más brillantes. Después de estudiar farmacia en la Universidad de Lyon, a los 25 años es contratado por los Lumière y sale rumbo a América Latina, donde rueda numerosas películas en México, en Colombia o en Venezuela. Durante un largo periplo por Asia, rueda una de las películas más hermosas del catálogo, a principios de 1900, en Namo, un pueblecito de Indochina, cuando sentado en un carrito con la cámara sobre las rodillas,
se le ocurre girar la manivela. Même si certains opérateurs sont vraiment responsables des films qu'ils ont tournés, je pense que s'ils ne s'étaient pas sentis soutenus par les gens qui les finançaient, qui payaient leur voyage, qui leur avaient commandé ces films, ils ne seraient pas livrés à ces expériences. Il n'aurait jamais mis, Gabriel Verne n'aurait jamais mis la caméra dans un pouce-pouce s'il ne savait pas que ça allait être accepté par les Lumières. Il y a aussi ça. Également, il n'aurait pas été filmé, faire des plans aussi cadrés, vraiment aussi modernes que la fumerie d'opium, s'il ne s'était pas senti épaulé. Il savait que ce genre de recherche plaisait aussi à Louis Lumière. On peut dire que les Lumières, même s'ils ne sont pas les réalisateurs de tous les films, en ont inspiré beaucoup. Et qu'on peut penser aussi que Louis Lumière choisissait ses opérateurs après leur avoir fait passer un examen. Donc il voyait les gens qui étaient aptes à saisir une scène dans une rue, où ils savaient cadrer tel ou tel événement. D'ailleurs, les films ont de vrais points communs, même quand ils sont tournés par des auteurs différents. Il y en a simplement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui ont un œil plus aigu, qui sont plus audacieux. Il y en a qui obéissent au cahier des charges, mais qui obéissent simplement aux règles les plus élémentaires. Et il y en a d'autres qui vont dépasser ce cahier des charges, qui vont à la fois lui obéir, mais ce qu'ils vont faire va faire progresser un petit peu le cinéma. On s'aperçoit qu'on ne connaissait qu'une dizaine de leurs films, et quand on découvre les autres, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce cadre, qui est un plan fixe, la caméra qui en principe ne devrait pas bouger, en fait ils ont fait bouger la caméra, qu'en fait ils ont inventé le gros plan, qu'ils ont inventé aussi des placements différents pour la caméra. Il y a certains films de Gabriel Verne où la caméra est très basse, on se croirait dans un film d'Ozu. Et donc, d'une certaine manière, toutes les bases de ce qu'on appelle de manière, je suis très rébarbative, mais la grammaire cinématographique, mais toutes les bases sont déjà là. Sont déjà entre 1895 et 1900, toutes les bases sont déjà jetées, sont déjà créées. Aparte de las películas de viajes y de las escenas cómicas, el catálogo Lumière propone películas militares, danzas, fiestas populares u oficiales. Muchas películas permiten también descubrir grandes exposiciones y acontecimientos políticos de primera importancia. Los operadores siguen los viajes de Félix Faure y los del siguiente presidente, Émile Loubet. Inmortalizan la visita a Francia de Víctor Manuel III
o la coronación del zar Nicolás II. En aquellos informativos filmados la historia se graba por primera vez en movimiento. Ante la evolución del cine hacia la ficción, los Lumière deciden dejar poco a poco la explotación de las películas y la empresa familiar vuelve a dedicarse a la venta de material. Passer la première surprise de pouvoir voir des images animées, de pouvoir voir le mouvement, la vie sur l'écran, bon, quand le public a commencé à vouloir voir des vues un petit peu plus mises en scène avec des petits scénarios, bon, que Méliès faisait ses vues à trucs, que Pathé commençait à produire aussi, bon, Lumière après tout c'était Lyon, c'était quand même une société de fabrication de plaques photographiques à la base et c'était pas une industrie du spectacle. Donc c'est vrai que petit à petit le nombre de tournages se réduit, le nombre de vues tournées se réduit aussi, puis en 1905 c'est l'arrêt total de la production Lumière. Moi je dirais qu'en 1900, après l'exposition universelle, quasiment déjà il y a quelque chose qui s'arrête. Alors il y a plusieurs légendes qui se croisent, Lumière disant on a arrêté, on a laissé ça aux artistes. Modestie lyonnaise, mais réelle, il ne se considérait pas comme un artiste. Donc Lumière a presque enterré lui-même son invention, passant à autre chose. Le cinéma devenait autre chose, hein, la France va le dominer jusqu'en 1914, et puis après les États-Unis vont prendre le relais. Tout ça, c'est des tranches d'histoire, c'est une chronologie d'une aventure qui a ses débuts, et ses débuts, ses commencements, ses fins, ses hoquets, ses hésitations. Lumière aura occupé le terrain, et il est important aujourd'hui de dire qu'il l'a vraiment occupé. Qu'il a fait 1500 films, plus 800 films hors catalogue. Tras la aventura del cinematógrafo, los caminos de Louis y Auguste Lumière se separan. Ambos siguen la vía de la investigación científica, pero en ámbitos distintos. Sin embargo, nunca dejarán de consultarse sobre los avances de sus trabajos. Auguste se dedica a la biología, la química y la investigación médica. Louis crea el tercer gran invento Lumière, un método que permite fotografías en color, el autochrome. L'autochrome, c'est fondamental. L'autochrome, c'est d'abord une autre obsession de Lumière dans le domaine de l'image, de Louis. Il arrête le cinéma pour inventer la photo couleur. Deuxièmement, l'autochrome va prouver à nouveau, s'il en était besoin, et je crois qu'il le faut, que Lumière est un inventeur et un artiste. Il va, dans l'autochrome, avoir la même démarche que dans le cinématographe, c'est-à-dire inventer le procédé et en inventer l'usage. Et les autochromes redisent à quel point Lumière était un homme de son temps, c'est-à-dire un homme de l'impressionnisme, un homme de la fin du XIXe siècle. Para Louis Lumière, el autochrome era, según él mismo confesó, el invento de su vida. Me hicieron falta 7 años de continuos esfuerzos. No hice otra cosa durante ese largo periodo. Nunca me desanimé. Con el autochrome, Louis Lumière crea una emulsión revolucionaria, compuesta de granos de fécula de patata triturados y coloreados, con los cuales cubre placas de cristal. Ese proceso, auténtico reto tecnológico, será una producción industrial a partir de 1907. La armonía de colores lograda en esas primeras fotos no ha tenido parangón.
pendant plus de pratiquement 30 ans, on peut dire que le procédé autochrome a été un des meilleurs et le plus diffusé dans le monde. C'est un procédé donc, qui sera utilisé commercialement de 1907 à environ 1935-36, c'est-à-dire le moment où d'autres procédés apparaissent comme le Kodachrome et l'Agfacolor, bon, qui vont encore simplifier de plus en plus la photographie couleur pour l'amateur et en plus passer à des formats plus réduits, parce que bon, l'autochrome en fait, était sur plaque de verre, donc c'est quand même quelque chose qui était lourd à manipuler, et puis surtout qu'il n'était pas possible de produire. C'est-à-dire qu'en fait, un autochrome, c'est une photographie couleur sur plaque de verre unique, qu'on ne peut pas dupliquer. August sigue investigando en el ámbito de la medicina. Publica cerca de 40 libros. Crea una revista, redacta más de 1000 informes y abre una clínica privada en Lyon, en la calle Villon. Rechazando los prejuicios, se opone frecuentemente a las instituciones oficiales y a los mandamás, a los que llama sepultureros del progreso. No admiten que se innove apartándose de sus teorías. Mis trabajos son un estorbo para su amor propio y sus intereses. Il était sur la voie des allergies, il était sur la voie de toutes ces médecines parallèles ou douces auxquelles on reconnaît quand même de la valeur maintenant. Mais à l'époque, il avait l'air d'un franc-tireur absolu et il était quand même complètement mis à l'index par l'intelligentsia des médecins lyonnais. Cette direction de recherche leur paraissait farfelue, complètement farfelue. Auguste a fait quelques inventions remarquables, comme le tulle gras lumière. On le trouvait encore il y a très très peu de temps sous ce nom partout, dans d'autres livres, le tulle gras lumière. Et ça, c'est une invention en 1915 d'Auguste Lumière qui, devant la vue des blessés qui ont été brûlés lors des combats très meurtriers de la Première Guerre mondiale, s'est mis à gamberger et à trouver ce remède, ce médicament, ce pansement qui a soulagé des centaines de milliers de brûlés. Louis centra sus trabajos en la fotografía y el cine. La placa etiqueta azul, el cine y el autocrom son sus inventos más famosos, pero no son los únicos. En 1899 crea el fotorama, un aparato con 12 objetivos que permite la proyección de fotografías panorámicas. En 1900, con motivo de la Exposición Universal, organiza proyecciones de películas en una pantalla gigante para 25.000 personas. Crea entonces dos nuevos formatos, el 50 milímetros y el 70 milímetros. Sus inventos se multiplican: el Kinora, el Cinematolab, la fotoestereosíntesis. Finalmente, en los años 30, inventa un proceso de cine en 3 dimensiones que conlleva la utilización de gafas anaglíficas y rueda una nueva versión 39 años después, esta vez en 3D, de la llegada del tren a la estación de La Ciotat, que presenta personalmente en la Academia de las Ciencias el 27 de febrero de 1935. Louis Lumière había puesto su vida entera al servicio de la imagen. Conoció a los más grandes, Walt Disney, George Eastman, Léon Gaumont, en su búsqueda de una perfección técnica que, según sus propias palabras, tenía por objetivo abrir una nueva ventana sobre la vida real. On a beaucoup de témoignages de lui par ses 2 petits-fils, Jacques et Maurice Trarieux-Lumière, 2 frères, qui en parlent avec extraordinairement de respect. Quelqu'un, un vieil homme qui était d'une grande rigueur, mais qui avait un côté j'y retrouve tout aussi. Il raconte qu'il avait toujours un tournevis, il avait des manteaux énormes qui pesaient très très lourd parce qu'il y avait toujours plein d'outils dans les doubles poches du manteau. Louis Lumière, un petit peu avant sa mort, essayait d'inventer le sel en couleur. Il était obsédé parce qu'il trouvait qu'il y avait un truc qui le gênait considérablement, c'est quand on salait le riz, on ne savait jamais la quantité de sel qu'on avait mis sur le riz ou sur les pâtes, et donc on se trompait, on salait ou trop ou pas assez. Donc il disait il faudrait trouver inventer le sel en couleur, parce que comme ça on saurait exactement la quantité de sel qu'on a mis. Donc et ça, voilà, c'est typique je trouve que c'est une anecdote qui révèle beaucoup de choses sur Louis Lumière.
avait cet esprit qu'il a fait un jour lever la nuit pour rentrer dans la légende familiale, pour inventer le cinéma un jour que ça l'obsédait tant qu'il en avait de la fièvre, de l'insomnie, et qu'en une nuit, racontera son frère plus tard, Louis venait d'inventer le cinéma. C'est des gens dont nous on découvre aussi, alors par les films et par la manière dont ils vivaient la vie quotidienne, dont on découvre un rapport au monde beaucoup plus généreux, beaucoup plus fort, beaucoup plus riche que ce que, encore une fois, on pourrait imaginer comme ça sur le seul portrait Louis-Auguste, inventeur du cinéma, ou les vieux inventeurs du cinéma, ou, encore une fois, ces photos d'hommes aux cheveux blancs. Estábamos dormidos siendo adolescentes y despertamos hechos hombres cuando llegó el éxito. En el caso de una vida dedicada a inventar, Auguste y Louis Lumière, depositarios de más de 100 patentes, reciben todos los honores. Rinden, sin embargo, un homenaje sincero a Georges Méliès, su rival de antaño, cuando en 1931 Louis ve en él al verdadero inventor del espectáculo cinematográfico. Moi, je trouve que le cinéma, il a, pendant un moment, régressé après. Que le langage cinématographique est devenu plus rudimentaire, que les plans sont devenus plus maladroits pendant de longues années. Il a fallu ensuite l'effort de gens comme Griffith, comme Capellani, comme Antoine, enfin un certain nombre de gens, Feuillade, pour arriver à ouvrir de nouveau les portes. Mais pendant les quelques années, les années entre la fin des films Lumière et les vrais débuts de Griffith, je trouve que là, le cinéma régresse et que les films des frères Lumière sont plus intéressants que beaucoup de films, même des années 10 ou des premières années du cinéma muet. Monsieur le Président de la République, Excellences, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, mon émotion et ma confusion sont extrêmes devant l'imposante manifestation de sympathie dont je suis ce soir l'objet de votre part. J'en suis profondément touché et sans naître en moi des sentiments qui ressemblent un peu à des remords, car je crains bien que mes mérites ne soient guère à la hauteur de tant de générosité. Qu'il me soit permis de vous demander de reporter sur mon frère Auguste, mon cher aîné, une part du grand honneur qui m'échoit aujourd'hui. Tuve junto a mi hermano Auguste la gran satisfacción de llevar a cabo la resolución de algunos problemas que me habían llamado la atención. Siempre me ha dejado boquiabierto el bosque de preguntas que nos rodea. Nací entusiasta. Se envejece más lentamente si se está siempre a la espera de algo. Sería uno inventor si no supiera esperar. Ha sido mi razón de existir, mi vida. Louis Lumière muere en Bandol el 6 de junio de 1948, a los 86 años. Su hermano, Auguste, le sigue 6 años más tarde, el 10 de abril de 1954. Hasta el final, el Tranquilito y el Pelopincho, como les llamaban de niños, siguieron siendo apasionados, imaginativos, cómplices.